C'est l'heure du second débat de ce sens public qui tient en 3 mots. Badinter au Panthéon dans une semaine. L'ancien garde des Sceaux, l'inlassable combattant de l'abolition de la peine de mort, sera donc panthéonisé avant de revivre les étapes les plus marquantes de son existence avec nos invités. Céline Schmitt vous raconte ce qui a été à la fois le combat d'une vie et son dernier combat pour les conditions de détention et de réinsertion des détenus. C'est ainsi que Robert Badinter décrivait les prisons françaises. Cette espèce de structure mentale qui consiste à dire « Ah, la prison, encore la prison ». Mais ils sortent de prison. Ils sortent. Vous comprenez, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils sortent. Le problème, c'est dans quel état sortiront-ils ? Dès son arrivée au ministère de la Justice en 1981, l'homme de gauche réforme. Suppression des prisons de haute sécurité, création de parloirs sans séparation ou encore installation de téléviseurs dans les cellules, Robert Badinter dépoussière les prisons, des changements qui dérangent. Ça a été extrêmement mal accueilli dehors parce qu'à cause de l'abolition de la peine de mort, une fois qu'il a eu fait ça, il s'est fait traiter de tous les noms et particulièrement d'assassins par les policiers qui défilaient sous ses fenêtres. Je n'oublie pas ces cris de haine à mort Badinter qui ont été jetés dans cette place par les gens qui le haïssaient. Malgré les critiques, le garde des Sceaux poursuit son combat. Il développe les peines alternatives comme les travaux d'intérêt généraux. Son but, limiter le nombre d'incarcérations pour rendre la détention plus humaine et tourner vers la réinsertion. Vous ne pouvez pas respecter la dignité humaine d'hommes qui sont à 4 ou 5 dans une cellule, en tout cas à 4, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas espérer qu'on puisse leur donner une formation quelconque consistant détenus dans ces conditions-là. En 2008, devenu sénateur, il s'oppose encore une fois à l'idée d'une justice plus répressive. À la tribune du Sénat, Robert Badinter s'insurge contre la loi de rétention de sûreté voulue par Rachida Dati. L'homme dangereux va remplacer l'homme coupable devant notre justice. Que devient, mes chers collègues, dans ce système nouveau, le principe premier de toute justice, celui de la présomption d'innocence. Jusqu'à la fin de sa vie, Robert Badinter continuera à se rendre en prison. Il y constatera la hausse continue de la population carcérale et du taux de récidive. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de politiques qui tentent de faire bouger les lignes. Il faut donner un sens à la peine, une effectivité à la peine. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne respecte pas les règles, on doit pour cela être puni. Pour autant, il faut qu'il y ait un sens à cette peine. Et je crois que c'était le sens du travail de Robert Badinter. Et nous sommes nombreux, malgré tout, à porter cette volonté. Plus de 81 000 détenus sont incarcérés actuellement dans les prisons françaises. Le taux de surpopulation carcérale atteint ainsi un nouveau record, 135%. Robert Badinter entre au Panthéon dans une semaine. Jeudi prochain, on vous raconte les grands combats de sa vie avec Paul Cassia. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et auteur de la biographie Robert Badinter, un juriste en politique qui est réédité chez Fayard. Laura Adler, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Heureux de vous accueillir, journaliste. Vous avez rencontré, interviewé Robert Badinter à de nombreuses reprises. Dominique Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, professeur émérite de droit public à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialiste de droit constitutionnel et auteur de ce livre sur le Conseil constitutionnel, la doctrine Badinter et la démocratie aux éditions Descartes. Et Jonathan Bouchet-Petersen, évidemment toujours à mes côtés, éditorialiste politique à Libération. Et pour Sens Public, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, à dire ce que représente Robert Badinter pour vous. Et je commence avec ce combat pour la dignité des détenus, pour leur réinsertion, Paul Cassia. Alors, il l'avait mené comme garde des Sceaux, mais on a vu quelques images. Jusqu'à la toute fin de sa vie, il continuait d'aller en prison. Ah, absolument. La prison, c'est un des fils conducteurs de sa vie. Il a fréquenté pour la première fois les prisons en 1952 comme avocat et jusqu'au bout, il a considéré qu'il devait œuvrer autant que faire se peut pour humaniser les prisons. Ça a été dit dans votre reportage, la prison ne doit pas être seulement un lieu pour punir les personnes qui y sont, mais ça doit être aussi un lieu pour les réinsérer, préparer leur retour dans la société. Et Badinter a toujours considéré que les prisons, en l'état actuel, ne permettaient pas cette réinsertion. Et il a fait tout ce qu'il pouvait, sans
réussir cependant pour humaniser les prisons, pour faire en sorte que la prison ne soit pas l'école du crime. Ouais. Il a été garde des Sceaux, évidemment, pendant près de 5 ans, de juin 81 à février 86. Laura Adler, est-ce qu'il est sorti, je ne sais pas, frustré avec le sentiment d'avoir manqué de temps pour faire avancer certains dossiers, notamment sur les prisons françaises? Parce qu'il a engagé un programme de reconstruction, de rénovation. Ça a été l'un des points forts de son passage place Vendôme. Je pense que c'était pas du tout un homme frustré. Oui. C'était un homme de combat, un homme d'engagement, un homme de fidélité à des thématiques qui lui étaient extrêmement chères. Il savait très bien que son appartenance au gouvernement serait éphémère, mais il souhaitait que ses combats puissent perdurer à travers des années qu'il a continué, à travers tous les postes qu'il a pu occuper. Mais je pense qu'en dehors de toutes les fonctions qu'il a occupées, moi je trouve, par rapport à l'histoire récente de la Ve République, qu'il était rare de voir un homme si intellectuel, si cultivé, si engagé, si profond à l'intérieur de ses interventions, de ses discours, qui accompagnait un air du temps qui, pour nous, à l'époque, était extrêmement important et qui rejoignait les thèses de Michel Foucault, Surveiller, punir, le travail du groupe Information Prison où les étudiants allaient visiter les familles de détenus, accompagner les familles de détenus, aller voir les détenus à la prison de la Santé. Tout ça, c'était une vision globale de la société. Et Robert Badinter, pour moi, est un intellectuel en politique et c'est aussi un profond humaniste qui ne s'intéressait pas aux jeux de politique aigrie, mais essayait de les transpercer. Peut-être je m'en fais une idée très forte, mais pour moi, il a été très important, pour les gens de ma génération et aussi pour les plus jeunes, je pense, qu'il le reste, parce qu'il est un modèle intellectuel et humaniste du politique et pas de la politique. Ouais. Il a ensuite présidé le Conseil constitutionnel pendant 9 ans, juste après, jusqu'en 95. Peut-être une double question, comment il concevait le rôle du Conseil constitutionnel? Et puis, est-ce qu'il a pu continuer de mener ce combat-là? On est dans ce premier chapitre sur la question de la dignité des prisonniers et de leur réinsertion, ou finalement, il n'en a pas eu vraiment l'occasion? Ah si, il a continué au Conseil constitutionnel le combat qu'il avait mené avant et qu'il a mené après d'ailleurs. Hein. On parlait du principe de la dignité humaine, mais c'est sous sa présidence, en 1994, que le Conseil constitutionnel a reconnu le droit au respect de la dignité humaine. Et il disait c'est ma plus belle décision. Il y en avait une autre sur la Corse, mais celle-là, il dit c'est ma plus belle décision. De même sur les prisons. Pareil, en 1994, il introduit... Alors, il a été battu lors de cette affaire sur, justement, le renouvellement d'une loi sécurité. Bon, il n'a pas eu la majorité au Conseil constitutionnel, mais il a fait passer un obiter dictum. C'est quoi ça? Un obiter dictum, c'est-à-dire c'est quelque chose dont on n'a pas besoin pour résoudre le sujet, mais on le dit en passant. Okay. Hein, c'est presque une sorte d'opinion dissidente glissée dans la décision. Et que dit-il? Il dit la peine a pour objet, bien sûr, de protéger la société et de punir le condamné, mais aussi, dit-il, la peine doit avoir pour objet de préparer l'éventuelle réinsertion du condamné. Et vous vous rendez compte, nous sommes en 1994. C'est-à-dire nous sommes déjà dans un moment où il y a une montée du Rassemblement national, une montée de l'extrême droite. Et sous sa présidence, en 90 et en 93, le Conseil constitutionnel prend une décision qui affirme le principe d'égalité entre les droits des Français et les droits des étrangers. Vous vous rendez compte? Autrement dit, il est profondément actuel. Il est profondément actuel. Et c'est intéressant, vous disiez, c'est un intellectuel en politique. Quel est le sous-titre de sa biographie qu'il a rédigée avec Elisabeth Badinter sur Condorcet? Un intellectuel en politique. C'est-à-dire ce livre se lit un peu comme un miroir. Alors on en reparlera de Condorcet parce que c'est effectivement une dimension passionnante. Emmanuel Macron a rendu hommage à Robert Badinter le jour de ses obsèques nationales, 14 février 2024. Il salue ce jour-là un géant du siècle. Robert Badinter, la République fait homme. La vie contre la mort. Cette vie portée jusqu'à son dernier souffle
Cet élan de colère qui fustigeait le négationniste de traitement, lui, l'avocat, sur les bancs des accusés en mars 2017. Cette vie, la sienne, qui en changea tant d'autres, qui en inspira tant d'autres, qui en éclaira tant d'autres, lucides sur la chance qu'ils eurent de croiser un jour ce géant du siècle. Et à mon tour, je mesure cette chance. Quel mot, Paul Cassia, vous employez pour qualifier la vie de Robert Badinter? C'est compliqué, hein, ce que je vous demande. Vous titrez un juriste en politique, votre biographie. Oui, j'aurais pu dire aussi un juste en politique, parce que ça a été dit par les deux intervenants précédents. Ce qui caractérise Robert Badinter, c'est la fidélité à ses convictions. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a jamais varié dans ses convictions et qui était très simple en réalité. C'était la promotion des libertés publiques. Ça paraît facile à dire, mais c'est très difficile à soutenir dans le discours et c'est encore plus difficile à soutenir dans l'action, comme il l'a fait comme garde des Sceaux. Ce fil rouge, on ne trouve pas un exemple, ça a été dit à l'instant par Dominique Rousseau, y compris quand il était président du Conseil constitutionnel, on ne trouve pas un exemple dans lequel il est dévié de cette ligne rouge, ce qui en fait, ça a été dit par le président de la République il y a un instant, un homme particulièrement unique dans le paysage politique français. Laure Adler, quand et puis dans quelles circonstances vous rencontrez Robert Badinter pour la première fois? Et puis quel souvenir vous en gardez? Je crois que c'est au moment de la publication de Condorcet. Ou de ce livre dont on parle. Oui, qui est un livre absolument extraordinaire que je recommande à tout le monde parce que ça se lit comme un roman, mais un roman métaphysique et aussi un miroir de nos temps actuels. Et puis ensuite, quand j'ai travaillé pour Mitterrand comme conseillère culturelle, j'ai été amenée à beaucoup le voir parce qu'ils étaient très proches et que j'ai eu la chance de pouvoir partager beaucoup de moments avec Robert et avec Elisabeth. Parce que je pense aussi que, au risque d'être un peu cucul-à-praline, je voudrais quand même dire que c'est un couple absolument extraordinaire. Ces deux intellectuels unis par cet amour si fort, cet amour des textes, cet amour de la justesse, cet amour des combats pour la liberté, chacun à leur manière, c'est quand même absolument étincelant et c'est un couple exceptionnel. Et après s'est développé quelque chose d'assez étrange, mais je ne suis pas la seule. D'autres personnes que moi, on a pu en parler ensemble. Quand j'avais des décisions à prendre et que j'hésitais, je prenais rendez-vous avec Robert. Et il était toujours disponible. Pas très loin de chez vous, là. Oui. Et sa porte était toujours ouverte. Et c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter, qui vous écoutait et qui avait des qualités humaines. Je vais arrêter de parler parce que je suis émue en parlant. Oui. Voilà, c'était quelqu'un d'extraordinairement attiré par l'autre avec un grand A. Alors, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais puisque vous revenez sur Condorcet, cette biographie, alors il faut expliquer que dans une semaine, lors de cette panthéonisation, le mot n'est pas très joli, il sera installé, Robert Badinter, dans le caveau numéro 7, qui est celui des révolutionnaires de 1789, dans lequel il y a Condorcet. Évidemment, ce choix n'est pas un hasard. Expliquez-nous pourquoi. Ce choix n'est pas un hasard parce que, si vous voulez, je vous l'avais dit, c'est-à-dire la biographie de Condorcet rédigée par Robert Badinter et Elisabeth Badinter se lit presque comme un miroir entre Condorcet et Sophie. Il y a autant d'amour entre Sophie et Condorcet qu'entre Elisabeth et Robert Badinter. Et intellectuel en politique, c'est ce qu'était Condorcet. Condorcet, c'est un intellectuel en politique. Et lorsqu'on relit certains discours de Robert Badinter, on trouve directement une inspiration de Condorcet. Juste un exemple. Condorcet, c'est le dernier grand des encyclopédistes, Condorcet dit la volonté générale est le produit non pas du nombre, mais de la raison. De la raison. C'est-à-dire que ce qui fait la volonté générale, ce n'est pas le nombre de suffrages, c'est la raison. Et où est-elle, la raison, dit Condorcet, et Badinter à la suite? La raison, elle est dans la Constitution. D'où l'accord total de Badinter avec cette idée selon laquelle ce n'est pas le vote qui fait la volonté générale. La loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, sous-entendu que dans le respect de la raison, puisque la Constitution, c'est l'expression de la raison.
Et donc, on a là le rationalisme humaniste des Lumières qu'on va retrouver tout au fil des discours et des positions prises par Robert Badinter. Alors, je pourrais multiplier les exemples sur l'emprunt, disons l'emprunt, l'inspiration de Badinter par les écrits, par le positionnement, par la lutte de Condorcet de 1789 jusqu'à sa mort. Jonathan, ça vous fait réagir? Non, mais ce qui me fait réagir, en fait, évidemment, je partage tout ce que vous dites sur le personnage, et en même temps, je me dis qu'est-ce que c'est loin, quoi. Quand on est né sur l'actualité aujourd'hui, quand on est la date de 1994 pour cette décision importante, et on a l'impression que tout ce qui se passe, tout ce qui dérive, c'est tout ce qui hérissait le plus. Le populisme pénal, la remise en cause de l'état de droit. Voilà, j'ai l'impression que tous les équilibres auxquels on est confronté aujourd'hui, de forces dites républicaines, ce que vous disiez, c'est un moment où l'extrême droite était déjà en croissance, mais les remises en cause de l'état de droit, les remises en cause de gouvernement des juges, toutes ces expressions horribles qu'on entend en ce moment, je pense qu'on manque de voix, parce que certes, beaucoup de gens s'inscrivent dans cet héritage, mais qui fait vivre cet héritage? Qui porte ces valeurs? Qui se porte à la hauteur de ce qu'était Robert Badinter à l'époque? Honnêtement, pas grand monde, que ce soit à gauche comme à droite. Donc on a le sentiment, sans être dans une espèce de mélancolie, de dire tout s'effrite, mais ça interroge vraiment, parce que le discours qu'il tenait, il était universel et il avait vocation à durer et à structurer notre exigence sur les prisons. C'est lamentable et il s'en est ému jusqu'au bout de sa vie. Donc voilà, il y a quelque chose qui sidère en fait de l'absence de ces grands hommes et surtout l'incapacité de ceux qui restent à se porter à cette hauteur-là. Dominique Rousseau, vous voulez réagir? Oui, je crois qu'il y a un moment, en tous les cas, lors de sa présidence du Conseil, il y a un moment qui l'a vraiment heurté, blessé. C'est après la décision de 93. Alors, c'est quoi? Alors, la décision de 1993, donc la droite vient de revenir au pouvoir et Charles Pasqua fait voter une loi qui remet en cause la définition de l'asile comme étant un droit de l'homme. L'asile, c'est un droit de l'homme. Et Pasqua dit non, c'est un droit de l'État. Alors, c'est pas la même chose. Si c'est un droit de l'État, c'est l'État qui dispose, qui en dispose et qui le donne ou pas. Si c'est un droit de l'homme, il y a une obligation de l'État de satisfaire ce droit. Et le Conseil constitutionnel va censurer la loi Pasqua. Et là, il y a un tonnerre extraordinaire contre le Conseil constitutionnel, gouvernement des juges déjà, et contre la personne de Robert Badinter. Le Premier ministre Édouard Balladur monte au créneau. Ils sont convoqués tous les deux dans le bureau de François Mitterrand pour dire calme-jeu. Et il y a un article qu'il faut relire, moi, que je fais relire tous les ans à mes étudiants. C'est l'article qu'il a publié dans le Monde. Vous disiez, c'est pas actuel. C'est totalement actuel. C'est pouvoir et contre-pouvoir. C'est-à-dire tous les gens, les hommes politiques... J'ai pas dit que c'était pas actuel, j'ai dit qu'il n'y avait personne pour tenir ces mots-là aujourd'hui. C'est d'autant plus actuel. Tous les hommes politiques qui aujourd'hui remettent en cause les juges, le Conseil constitutionnel, il faudrait relire ça. Alors ça rejoint cette question d'un de nos téléspectateurs, Timothée à Saint-Nazaire. Pourquoi considère-t-on Badinter comme un héros alors que beaucoup de Français sont pour la peine de mort, Paul Castel? Oui, non, mais pas oublier ça rejoint ce que disait Jonathan à l'instant. On va parler de la peine de mort. Ça ouvre ce chapitre. Si vous permettez, j'ai eu cette discussion avec Badinter. Il m'a dit non, les sondages ne disent pas la vérité. Oui. Parce qu'il disait la vraie position de l'opinion sur la peine de mort, c'est les jurés. Parce que les jurés, eux, ils voient pendant 15 jours. Et ils ne prononcent pas la peine de mort. Si vous êtes dans la rue et que vous demandez est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort... Paul Cassia, votre avis? Mon avis, ce qui fait la spécificité de Badinter, c'est qu'il porte des valeurs universelles et intemporelles. Et je rejoins absolument ce qu'a dit Jonathan il y a un instant. Sa panthéonisation permet d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui avec les yeux de son logiciel, du logiciel Badinter. Ce qui permet de mesurer le décalage terrible entre les valeurs qu'il a promues, les valeurs qu'il a portées, les valeurs qu'il a ancrées dans notre droit et la réalité d'aujourd'hui. S'agissant précisément de la peine de mort, je ne sais pas ce que disent les sondages, mais c'est une question de principe. Et c'est ce que disait tout à l'heure Dominique. Il y a des principes qui sont intangibles, pour lesquels la discussion n'a pas lieu d'être. C'est les valeurs essentielles de la République qui sont ancrées spécifiquement dans la Constitution, je parle sous l'autorité de Dominique Rousseau, que Robert Badinter a promu toute sa vie et qui aujourd'hui sont en déliquescence. Ça a été dit par Jonathan à l'instant, l'état de droit est remis en cause de partout. Les prisons seulement en France, évidemment. Pas seulement en France. Les prisons sont dans un état catastrophique. L'appartenance même de la France à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il a promue, qu'il a ancrée, est contestée. Et la réalité des faits
on parlait de Condorcet tout à l'heure, de son travail historique, la réalité des faits est dénigrée par la survenance de réalités parallèles qui ont la même valeur que cette réalité des faits. C'est pourquoi sa panthéonisation est essentielle aujourd'hui, parce qu'elle permet de remettre la République, et pas l'Église, la République au milieu du village. Ouais. Alors, il y a pas mal de questions autour de la peine de mort. On va continuer d'en parler longuement, évidemment, dans notre débat. Ce qui a déclenché le combat de Robert Badinter contre la peine de mort, il le raconte, hein, c'est la condamnation de Roger Bontemps, jugé complice de Claude Buffet, dans une affaire de prise d'otage sanglante, 28 novembre 72. C'est le jour où Roger Bontemps est guillotiné. Robert Badinter avait raconté cette journée à Rebecca Fitoussi pour son émission Un monde en doc, dans le cadre des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Écoutez-le. Ce qui est facteur déclencheur, ça a été d'escorter Bontemps à la guillotine. Alors, moi j'avais fait un calcul très simple, complètement méconnaissant la profondeur des êtres humains. Je m'étais dit, bon, j'avais réussi à trouver, grâce à des amis experts, que Bontemps n'avait pas, avec son Opinel, donné les coups fatals à l'infirmière, pas plus d'ailleurs qu'au gardien. Donc il n'avait pas de sang sur les mains. Alors, je m'étais dit, très bien, je vais démontrer ça avec Philippe, et l'équation jouera, celui qui n'a pas versé le sang ne peut pas être tué. Ouais. Rien du tout. On l'a condamné à mort, et Buffet et Bontemps. Évidemment, je ne peux jamais l'oublier, j'ai amené à la guillotine avec Philippe, qui a été admirable d'humanité, j'ai amené à la guillotine un homme qui n'avait pas tué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un avocat jeune encore, ce que ça signifie, amener à l'échafaud, à la guillotine, un homme dont on a pu prouver qu'il n'avait jamais versé le sang. Et en sortant de la santé, j'ai refusé toute déclaration. Il y avait une foule, là, de journalistes, de caméras. Et je me suis dit, toute ma vie, je lutterai contre la peine de mort. Parce que c'est une infamie. Voilà pour ce témoignage, Philippe, c'est Philippe Lemaire qui était lui aussi avocat lors de ce procès. Donc on est en 72. Laure Adler, est-ce que Robert Badinter s'engage en politique, soutient François Mitterrand, avec l'ambition ou la volonté d'aboutir à l'abolition de la peine de mort? Il se dit, il faut... Je ne suis pas une spécialiste, mais je ne crois pas. Non. Badinter et Mitterrand ont été très proches. Badinter a été un soutien de Mitterrand pour l'élection précédente que Mitterrand a perdue. Oui. Et ensuite, il s'est engagé avec la même détermination et avec la même force d'amitié pour la campagne qui débouchera sur l'élection de François Mitterrand comme président de la République. Mais Robert Badinter, dans ce bureau où nous venons de le voir, où il passait ses journées quand il n'était pas au Conseil constitutionnel ni dans son bureau de ministre de la Justice, racontait toujours que c'était au cours de la campagne de 81, juste avant la campagne de 81, qu'ils avaient décidé ensemble que cette mesure serait symbolique si jamais Mitterrand arrivait à être élu président. Et ce que racontait toujours Badinter, je pense que vous êtes plusieurs à avoir entendu les mêmes conversations que moi, c'est que Badinter n'arrêtait pas de répéter à Mitterrand: vous risquez de perdre la présidence de la République si vous affirmez ce que je souhaite que vous affirmiez. Et Mitterrand répondait: tant pis, c'est une cause trop importante, je suis prêt à perdre l'élection de la présidence de la République. Mais je crois que cette thématique, c'est vous, Dominique, le spécialiste, mais n'est apparue qu'à la fin, toute fin des années 1980. Et d'ailleurs, alors c'est un combat qui est gagné, on va raconter ensuite comment ça s'est passé ici au Sénat, parce que c'est passionnant à raconter, mais elle est donc abolie, cette peine de mort, mais... Il y a quand même un courant qui s'oppose à Robert Badinter. Vous racontez, Paul Cassia, 2 ans plus tard, il y a une tuerie dans un Sofitel d'Avignon, où il est montré du doigt, Robert Badinter. Pourquoi ? Absolument. La disparition de la peine de mort a donné l'occasion à tous ses détracteurs de trouver le point d'ancrage pour lui imputer tous les faits divers qui ont émaillé son mandat de garde des Sceaux. Oui. C'était bien commode.
c'était la bonne raison qui justifiait ce qu'on appelle aujourd'hui le laxisme judiciaire que représente l'abolition de la peine de mort. Mais l'abolition de la peine de mort, c'était un combat de principe. Il faut avoir à l'esprit que l'abolition de la peine de mort n'a pas supprimé les peines, et pendant le mandat de Badinter, le nombre de détenus a augmenté, n'a pas réduit le nombre de personnes enfermées. Cette abolition, ça a été dit à l'instant par Laure Adler, elle n'était pas prévue au départ, elle a été ajoutée en toute dernière extrémité aux 110 propositions. Il se trouve qu'elle a été portée par hasard par Robert Badinter, on y reviendra sans doute dans un instant, mais Badinter a mené 2 combats parallèles. Le combat contre la peine de mort, d'un côté, et un combat politique aux côtés de François Mitterrand. Et c'était 2 combats qui étaient séparés, mais qui se sont rejoints, heureusement, en 1981. Pourquoi vous dites qu'il l'a porté par hasard ? Je le dis parce que Badinter n'était pas le premier garde des Sceaux socialiste. Lorsque Mitterrand a été élu, un gouvernement a été aussitôt nommé, et dans ce gouvernement, Robert Badinter ne figurait pas. Robert Badinter a été nommé... Il en rigolait souvent en racontant l'anecdote. Robert Badinter n'a été nommé Place Vendôme comme garde des Sceaux qu'à la suite des élections législatives qui se sont tenues en juin 1981 et quand une majorité absolue a été acquise pour le Parti socialiste. Donc ce n'est que le 23 juin 1981, soit plus d'1 mois après la victoire de François Mitterrand, que Badinter a accédé à la chancellerie parce que son prédécesseur avait décidé de démissionner. D'accord. Et donc, cette peine de mort, elle est abolie le 9 octobre 1981. Mais alors, je le disais, le destin de ce texte, il aurait pu basculer quelques jours plus tôt ici au Sénat. Et on en parle tout de suite avec Alexandre Poussard qui va nous raconter cette histoire. Rebonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Ce vote décisif qui s'est joué voilà, juste au-dessus de nous. On est sous l'hémicycle du Sénat. Effectivement, dans l'hémicycle du Sénat du Palais du Luxembourg. Alors, nous sommes à ce moment-là, à la fin du mois de septembre 1981. L'Assemblée nationale vient de voter largement l'abolition de la peine de mort. L'Assemblée nationale, avec une majorité de gauche, reste l'obstacle du Sénat, mais la Haute Assemblée a à l'époque une majorité de droite, une majorité composée de centristes chrétiens-démocrates, de gaullistes qui sont assez hostiles à la politique du nouveau président socialiste François Mitterrand. Et donc la tâche s'annonce ardue pour le ministre de la Justice Robert Badinter qui veut faire adopter l'abolition de la peine de mort par une majorité de sénateurs. On va l'écouter, encore une fois, et dans son interview réalisée par Rebecca Fitoussi. Les augures m'avaient dit ce sont des vieilles moustaches, ils vont vous promener, en plus vous êtes dans ce domaine à novice, ils vont vous promener avec des amendements, des peines de substitution, ils vont peut-être vous voter l'abolition, mais ça sera tellement conditionné que vous serez contraint de faire des navettes. Donc la vraie question, cette fois-ci au Sénat, c'était convaincre. Convaincre. Et pour convaincre, Robert Badinter n'a pas forcément utilisé les arguments habituels. Oui, il explique qu'il n'a pas voulu faire de grands discours flamboyants comme il l'avait fait à l'Assemblée nationale. Il a souhaité toucher la sensibilité européenne de ses sénateurs de droite, car on le rappelle, en 1981, la France était le dernier pays d'Europe de l'Ouest à ne pas avoir aboli la peine de mort. Un argument qui a fait mouche dans les débats, dans l'hémicycle du Sénat, et qui a créé la confusion entre les groupes politiques, que ce soit à droite ou à gauche. J'ai vu dans la salle des pas perdus des groupes, ou à la buvette, des groupes étonnants, des sénateurs communistes qui se retrouvaient avec des sénateurs MRP, parfois même de la droite. Vous sentiez qu'ils étaient bousculés Oui, non, je sentais que se faisaient des alliances, je ne dis pas inavouables, mais que des alliances étonnantes. Et donc on assiste à 3 jours de débats incertains ici au Sénat, qui se terminent comment ? Eh bien, Edgar Faure dépose un dernier amendement pour maintenir la peine de mort, mais uniquement pour certains crimes. Cet amendement est rejeté et à ce moment-là, les sénateurs qui étaient opposés à l'abolition, d'une certaine manière, déposent les armes. L'amendement d'Edgar Faure a été rejeté et j'ai reçu discrètement un avis d'un sénateur de droite, ami, abolitionniste, qui m'a fait passer un mot me disant il faut terminer maintenant, monsieur le garde des Sceaux. Maintenant, il était très exactement quand le vote est intervenu et que l'abolition a été inscrite dans nos lois, midi 25, le 30 septembre.
Et à ce moment-là, Robert Badinter se lève du banc des ministres et vient toucher la plaque commémorative de Victor Hugo qui décore le siège de l'hémicycle du Sénat où Victor Hugo avait siégé quand il était sénateur. C'est un geste de Robert Badinter qui est une manière de célébrer ce long combat qui a traversé les siècles, ce long combat pour l'abolition de la peine de mort qu'il a partagé avec Victor Hugo. Merci beaucoup, la force des symboles. Merci Alexandre. Question autour de la peine de mort. D'ailleurs, je reprends une question d'un de nos téléspectateurs. Malgré le combat de Badinter, serait-il possible que la peine de mort soit de nouveau légale? Il faut expliquer ce qui s'est passé après dans l'action de Robert Badinter. Il y a une constitutionnalisation. Absolument. En quelque sorte. Il y a une constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort alors sous la présidence de Jacques Chirac. Et donc, aujourd'hui, pour revenir sur la peine de mort, il faudrait une révision de la Constitution. Ça paraît... alors, c'est toujours possible, une révision de la Constitution, mais je ne pense pas que ce soit ni souhaitable, bien entendu, parce que le combat de Badinter est toujours présent. Vous avez parlé de Victor Hugo, mais on renvoie à Condorcet. Il ne faut pas oublier que Condorcet a voté contre la mort de Louis XVI. Donc, ça peut renvoyer à Beccaria. C'est-à-dire, il est l'expression... du droit pénal rationnel, humaniste. Hein, et il est dans cette filiation-là. Et je pense que c'est important, Paul le disait, aujourd'hui où on est en train d'une régression pénale, il est important de rappeler ce combat qu'a mené Robert Badinter avec cette inscription dans la Constitution qui est une garantie de non-retour en arrière. Comme pour l'IVG, en fait. Comme pour l'IVG, ce qui a été voté ici même au Sénat il y a quelques mois. Donc c'est jeudi prochain, 9 octobre, que Robert Badinter entrera au Panthéon. Alors vous êtes frappé, Jonathan, parce que les présidents récents, et notamment Emmanuel Macron, panthéonisent. Oui, donc c'est un fait présidentiel, ça passe par un certain nombre d'examens, mais ça reste une prérogative du président de la République. Moi, je n'avais pas forcément en tête, je savais qu'il y avait à peu près 83 personnalités au Panthéon actuellement, la moitié nommées sous le Premier Empire, donc déjà ça évacue quand même pas mal de monde. Et quand on observe le qui a nommé qui et qui en a nommé le plus, on se rend compte que sous la 5e, le rythme n'a fait que s'accélérer. Depuis 2017, Emmanuel Macron a déjà fait entrer 5 personnalités, il y en aura d'autres. François Hollande, en un seul quinquennat, il en a fait rentrer 4 aussi. À titre de comparaison, durant les 12 années de la présidence Chirac, seul Alexandre Dumas est rentré en 2002 et André Malraux en 96. Alors, est-ce qu'il faut forcément y voir un acte politique à chaque fois? Alors moi, par principe, j'ai mauvais esprit. J'ai peut-être aussi pas assez de mémoire pour me souvenir de ce qu'avaient été les propos des uns et des autres, mais on a quand même le sentiment que parce que la société aussi le demande et parce que c'est comme ça que la politique fonctionne, que voilà, derrière les choix d'Emmanuel Macron, il y a, plus encore que quand c'était ses prédécesseurs, il y a l'envie de se servir, c'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais elles sont toutes légitimes, ces panthéonisations. C'est vrai que le terme est non seulement pas très joli, mais pas très facile à dire. Et ça sert à envoyer des messages ou à affirmer des valeurs qu'on ne respecte pas forcément d'ailleurs dans la pratique du pouvoir, mais on envoie des valeurs. Quand il a fait rentrer Méliné Missak-Manoukian, par exemple, ça a surpris, c'était pas absolument naturel dans l'itinéraire ou l'ADN d'Emmanuel Macron. On a vu ça comme un signe en direction de la gauche, ce qu'on interprète toujours. Pour Joséphine Baker, c'était une façon de glorifier, ou en tout cas de louer la France terre d'accueil. Après Maurice Genevoix ou Simone et Antoine Veil, on va dire que c'était plus consensus et chacun comprend bien pourquoi. Et Robert Badinter, on a expliqué dans quelle mesure une partie de l'extrême droite reste vent debout, mais ça reste quand même une figure qui rassemble très largement. Juste pour mémoire, François Hollande avait lui fait entrer Jean Zay, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Pierre Brosselette. Et là, les messages politiques étaient un peu moins évidents. Si on reste sur le symbole politique, je pense que Laure Adler est bien placée pour le savoir, mais le geste ultime, c'est quand même celui de François Mitterrand après son élection. Geste un peu égotique, d'aller se placer en fait au milieu des grands hommes. Et voilà, sur un malentendu, on va se dire qu'il fait partie d'entrée de jeu. Donc voilà, il y avait les caméras de Serge Moati, une mise en scène, la rose, l'homme seul face aux grands anciens. Donc voilà, quelque chose de très fort. Et puis quand même, il faut même signaler qu'au fil des années, il y a cette féminisation enfin du casting du Panthéon. Oui, c'est petit comme vous dites, il y a du boulot. On pourrait même dire que tout reste à faire en l'état. Donc 7 femmes y reposent contre 76 hommes et bientôt 77 avec Robert Badinter qui a beaucoup de qualités
mais pas celle d'être une femme. On peut se souvenir qu'il aura fallu attendre 1995 et une décision de François Mitterrand pour que Marie Curie rentre pour ses seuls mérites. Les femmes précédentes étaient souvent entraînées par les mérites d'un homme, de leur homme la plupart du temps. La prochaine affaire, son entrée, c'est a priori, mais ça, visiblement le dossier est plus compliqué que ce qu'on croyait, Gisèle Halimi. Ça avait été annoncé en même temps que Joséphine Baker. Joséphine Baker est rentrée entre-temps et on a le sentiment que voilà, l'avocate connue pour sa bataille pour la légalisation de l'IVG, ses engagements à gauche, notamment pour l'indépendance de l'Algérie, ça fait hurler l'extrême droite et la droite. Je ne crois pas que ce soit l'explication première, mais en tout cas, voilà, on attend toujours que Gisèle Halimi rentre. Le calendrier, il reste encore assez flou. Il reste très flou. Il y en a un qui est moins flou comme calendrier, c'est pour l'historien et résistant Marc Bloch. Lui, ce sera en juin 2026. Ça fera un homme de plus. Un homme de plus, effectivement. Robert Badinter au Panthéon. Avait-il imaginé ça de son vivant, Laura Adler? Ou est-ce qu'il était sensible à la trace qu'il a laissée dans l'histoire? Est-ce que ça faisait partie de son personnage, ça, ou pas? Je ne peux parler que subjectivement. C'était pas du tout un homme narcissique. C'était un homme à l'écoute des autres, non seulement, mais c'était quelqu'un qui voulait convaincre les personnes avec qui il était de l'importance de ses priorités. La dernière fois que je l'ai vu, c'était très peu de temps avant sa disparition. Il ne parlait que de l'Ukraine et de l'importance de la guerre en Ukraine et de la cécité du peuple français et de nous, les médias, à ne pas nous rendre compte de l'importance du combat pour l'Ukraine. Je ne pense pas qu'il était très soucieux de pouvoir laisser sa trace. Personnellement, je ne le pense pas. Je vous propose, je vais demander à l'émission si vous aviez un souvenir personnel ou un élément que vous vouliez faire ressortir. Il y a un souvenir personnel, je veux bien, Paul Cassia, que vous nous le racontiez, c'est la voix de Robert Badinter. C'est pas le plus important dans notre débat, mais quand même, je trouve que c'est bien de le signaler. La voix, c'est vrai, la voix. La voix VOX, parce qu'il y a aussi la voix qu'il a tracée, VOIE, qui est très importante, mais sa voix, ses intonations, sa diction, ses inflexions, sa manière de parler, aussi son éloquence, tout simplement, qui sont, je crois, une denrée rare aujourd'hui qu'on ne trouve plus. Jonathan et Laure, peut-être, ont des contre-exemples. C'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est un homme du verbe. C'est un homme qui avait toujours une anecdote à raconter. Il avait des anecdotes de partout. Du monde entier, sur tous les sujets. Il avait une anecdote. Quand on écrit une biographie, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Comment vous l'avez contacté pour écrire cette biographie? Tout ça, je ne le connaissais pas et il se trouve qu'on était à Paris 1 et qu'il est un ancien de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je lui ai envoyé une lettre. Mais pas sur son portable parce qu'il n'en avait pas. Non, il n'avait pas de portable. Il y avait un numéro de fixe et c'était jamais lui qui répondait. C'était pas facile de le joindre. J'ai voulu l'inviter dans certaines émissions de très grande gentillesse. Il suffisait de connaître les heures où on pouvait appeler la dame qui répondait au téléphone. Et donc il y a une émotion la première fois que vous lui parlez, que vous entendez sa voix en direct, en quelque sorte. Une voix grave, profonde, lente, toujours calme, toujours précise et chaleureuse. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est quelqu'un qui s'intéressait à l'interlocuteur. Laure a parlé à l'instant de son ego. Il en avait sans doute, comme nous tous et nous toutes ici, mais c'est quelqu'un qui s'intéressait toujours aux autres. S'agissant de sa panthéonisation, on peut peut-être relever une petite anecdote. C'est que tout à l'heure, on a montré son bureau. Et depuis son bureau, il y avait une vue sur le Panthéon. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il a imaginé... C'est l'avantage de la rue Gunemer qui est bien placée, quand même. Je ne le sais pas. En tout cas, il ne l'a jamais évoqué devant moi. Oui, effectivement. Alors, on va terminer. Il nous reste quelques minutes avec un autre combat de l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand. C'était l'idée de faire rentrer les caméras dans les prétoires pour saisir les procès historiques. Là aussi, il l'avait évoqué avec Rebecca Fitoussi. Alors là, c'était en octobre 2020, à l'occasion d'une exposition. L'exposition Filmer les procès, un enjeu social. Écoutons-le. Il est nécessaire de pouvoir, dans une démocratie, un état de droit, voir comment la justice sanctionne des crimes dont les actes défient la notion même d'humanité telle que nous la concevons. C'est vraiment très, très important à mes yeux. Et c'est pourquoi je me réjouis de cette exposition. Parce qu'il faut que la jeune génération prenne conscience que le crime contre l'humanité, ce n'est pas une découverte d'aujourd'hui, qu'il jalonne notre histoire. Et que par conséquent, nous ne pouvons
nous ne pouvons progresser en matière judiciaire, je dirais plus communément dans le principe démocratie, qu'en voyant juger ceux qui l'ont bafoué, qui ont méconnu les lois de l'humanité, et que l'humanité juge avec le respect de leurs droits fondamentaux, même s'ils se sont mis hors de l'humanité par leurs actes. Et là, d'un seul coup, on prend conscience de ce que vous nous disiez à un instant sur la voix, la force du verbe de Robert Badinter, volonté de transparence qu'il avait transposée au Conseil constitutionnel quand il en a pris la présidence, d'une certaine façon. Oui, il a été un de ceux qui ont contribué très fortement à la juridictionnalisation, là aussi c'est pas très beau, du Conseil constitutionnel. Avant, on ne savait pas trop quelle était la nature de cette institution. Et par l'action de Robert Badinter, aidé par le doyen Vedel et aussi par Bruno Genevoix, c'est sous sa présidence, par exemple, que le Conseil constitutionnel est rentré dans l'association des cours constitutionnelles, alors qu'avant, on hésitait. Et oui, c'est sous sa présidence, par exemple, qu'il y a eu désormais la publication des saisines et la publication des observations du gouvernement, de sorte qu'on a pu voir le Conseil constitutionnel comme un tiers, en quelque sorte, impartial, entre les arguments des requérants et les arguments du gouvernement. Il a pas tout réussi, et notamment ce qui lui tenait, me semble-t-il, le plus à cœur, c'est de faire du citoyen, il appelait ça, de faire du citoyen un majeur constitutionnel. C'était ça, sa formule, un majeur constitutionnel. À l'inverse d'un mineur. Voilà, c'est-à-dire, il disait le citoyen doit pouvoir lui-même défendre ses droits et ne pas avoir besoin de tuteurs que seraient les représentants. C'est pour ça qu'il a été, en 1989, le pionnier, en quelque sorte, de ce qu'on appelle aujourd'hui la question prioritaire de constitutionnalité. C'est lui qui a conçu ça. Pourquoi ? Parce que c'était pour permettre aux citoyens de pouvoir contester eux-mêmes une loi s'il apparaissait qu'elle était contraire à la Constitution. Ça a échoué en 89, mais en 2008, on lui a donné raison. Autrement dit, Badinter, il n'est pas derrière nous, Badinter. Badinter, il est devant nous avec tout ce qu'il a apporté, ce qu'il porte encore pour l'avenir. Un dernier mot, Laure Adler, peut-être le mot de dignité, on l'a prononcé dans ce débat, mais si on pouvait rajouter un mot à la devise de la République française, ce serait le mot de dignité pour Robert Badinter ? Je pense que c'est le mot de collectif. D'être ensemble, d'être intégré dans une nation, de pouvoir faire partie, chaque personne de cette nation. Et n'oublions pas, puisqu'il en parle si bien dans ses mémoires, n'oublions pas quand même son histoire personnelle, la tragédie de l'histoire qu'il a traversée, les malheurs qu'il a subis et la force qu'il donnait à sa judéité. La force intellectuelle de cette judéité et la force humaniste de cette judéité en un moment où nous traversons, hélas, une montée de l'antisémitisme. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Vos livres, Paul Cassia, Robert Badinter, un juriste en politique, c'est aux éditions Fayard, le Conseil constitutionnel, la doctrine Badinter et la démocratie, aux éditions Descartes. Et puis on vous conseille aussi, la lecture de ce numéro de Légende, sorti hier, consacré à l'ancien garde des Sceaux. Merci encore et à très bientôt sur Public Sénat. C'est la fin de ce Sens Public. Je vous dis à lundi. Voilà, passez un bon week-end. On va travailler demain quand même, mais pas sur cette chaîne. Vous pouvez nous retrouver sur publicsénat.fr, réécouter l'émission en podcast et puis noter que le président du groupe Union Centriste au Sénat à Marseille sera l'invité de la matinale demain face à Oriane Monsigny à 8h du matin. Belle soirée.